Aujourd'hui, sur le Clash, on reçoit Richie Nails des Nailheads. Juste avant d'aller à l'épisode, on va aller écouter la pièce Live to See Tomorrow, tirée de l'album du même titre qui est sorti le 2 juillet dernier. Alors voici Live to See Tomorrow des Nailheads. Soaking up your put down, just like a sponge. An excuse for my accusers to feel better about what they've done wrong. And everybody wants a hero, and nothing's what it seems. Even Emperor Nero is buried at ground zero in the rubble of his shattered dreams. From kneeling in churches to playing dirty bars. Party with rock stars, slept in boxcars with vodka and caviar. And like a dog about to be put down, this is my last trip to the pound. A tragic comedy at best, do wrong's what I do best. Yeah, I played the hobo clown. If I live to tell the story, if I live to sing this song, if I live to see tomorrow, if I live to right my wrongs, I'll be Moses to your Pharaoh, unless you beat me to the punch. In the mansions of the stuck-up, talking politics at brunch. My eggs Benedict turn to gravel as I watch them digest and glow. Dining with this bunch, enough to make me lose my lunch. I put a knife up to my throat. I've been your token scapegoat for far too long. A picture of misery that you've hung from your poison tongue. And old spirits come back to haunt when I cling to what is real. Forgetting what is past, I crawl on broken glass, forsaking how I feel. If I live to tell the story, if I live to sing a song, if I live to see tomorrow, if I live to right my wrongs. If I live to tell the story, if I live to sing a song, if I live to see tomorrow, if I live to right my wrongs. If I live to tell the story, if I live to sing a song, if I live to see tomorrow, if I live to right my wrongs. Yeah. From Detroit to Reseda to the Sunset Strip, walking drunk up Huntington Beach till they put me in the clinic. Living next door to Ice-T and Cher, where we die and tease our purple hair, wearing lipstick ruby red and C6 to a shed. It's where I made my bed, from playing the whiskey to Sunset Plaza Drive. Poison were on their way out, Eddie Vedder was still alive. I hung with Lemmy by the light of the moon, saw River OD at the Viper Room. I've been around the block, in a state of shock. I wouldn't talk if I were you. If I live to tell the story, if I live to sing the song,
Merci Richie Nails d'avoir accepté l'invitation sur le Clash Podcast. C'est mon plaisir, man. Merci à toi. Puis en fait, je veux tout de suite commencer l'épisode en disant que Live to See Tomorrow, l'album que tu as sorti en juillet dernier, j'invite vraiment tout le monde quitte à faire pause pour cette entrevue-là, puis aller l'écouter. C'est dans la scène punk, on va dire, à Montréal, j'ai pas d'autres exemples de ce genre d'album-là, puis je trouve que c'est vraiment c'est pas loin du chef-d'œuvre. Moi, j'adore un album varié comme ça, qui va du soul au punk. C'est parfait, donc félicitations. Merci beaucoup, Fé. Puis comme le monde, là, je pense qu'ils ont fait le lien un petit peu avec mon nom de podcast qui s'appelle Le Clash. Je suis aussi un fan de The Clash. Puis je trouve un petit peu que c'est comme ton Sandinista, on pourrait dire. Tu sais, que c'est comme un range vraiment, comme que je le dis, de tous les styles. Ouais. Ben, c'est ça que j'aime du Clash, en fin de compte, de Clash. Ils étaient pas peur d'expérimenter. Ils étaient des vrais fans de musique. Seule différence, c'est que Sandinista, je pense que c'était Mick Jones puis Joe Strummer composaient leurs tunes chacun de leur côté puis ils ont fait un album avec. Tandis que pour Live to See Tomorrow, ça vient tout de toi, tout de ta tête. Donc, c'est encore plus... Ben, il y a moins de tunes aussi. Il y a beaucoup de moins de tunes. Oui, c'est ça. Ouais, mais ils ont peut-être... Sandinista, je l'adore, mais il aurait pu avoir un tri de fait à un certain point pour en couper quelques-unes. Mais... Ouais, j'ai toujours trouvé l'album est moins travaillé. Comme il y a des tunes qui sont travaillées, c'est sûr, puis il y a d'autres tunes, ça sonne plus comme des démos que d'autres choses. Oui, mais en plus, quand tu écoutes Big Audio Dynamite, après, tu te dis, tu sais, lui, il s'en allait dans telle direction, puis Joe Strummer s'en allait ailleurs. Puis je pense qu'il n'était même pas dans le même studio, je pense, en plus. Là. C'était vraiment comme la fin. Là. Ça me fait penser à quelque chose de Beatles, il ferait. Oui, exactement. D'aller dans différents studios pour enregistrer. Ouais. Quand t'es big, tu peux te permettre ça, pour tout. J'allais juste dire que j'aime l'histoire de le recording de London Calling, où leur producer, je pense que c'était Guy Stevens ou quelque chose. Anyways, le producer, il lançait des meubles puis tout dans leur direction pendant qu'il enregistrait pour garder le momentum. Pour jouer dans le danger, comme. Pour la musique qui sonne engagée. Oui. Ouais, il lançait des meubles dans le studio, il faisait des choses malades mentales, là, on peut le dire. Ça, c'est la prochaine étape. Là. J'ai dans ma liste de livres de lire justement les biographies de Clash pour me renseigner un peu plus, mais c'est sûr que c'est rempli d'histoires complètement folles. Là. Puis, en fait, c'est ça, mais pour toi, écrire justement d'une variété de styles hyper variés, on l'entend dans les précédents albums de Nailheads qu'il y a un peu d'Americana, country des fois, il y a du rock and roll, mais c'était tout le temps vraiment axé à garder le son punk. Mais sur cet album-là, on dirait que tu as juste fait, gars, je fais une tune gospel, puis... Fait que c'est quoi qui a changé un petit peu? Ben, autant que je suis un fan de punk, je suis autant fan de d'autres musiques. J'aime le soul autant, comme peut-être même plus, ou du country même, peut-être. Il y a peut-être plus d'artistes country que j'aime que du punk, je sais pas, j'ai jamais comme compté, là. Mais voulons dire, le punk, oui, j'aime les groupes punk, mais j'aime pas tout. Je trouve que il y a beaucoup de bands qui sont juste des copies ou comme c'est pas fait avec le cœur, comme n'importe quel style, mais c'est drôle parce que les fans de punk sont souvent comme, j'écoute juste le punk, mais c'est comme n'importe quelle musique, c'est pas tout bon. Fait que pour moi, je voulais comme mettre toutes mes influences, mais vraiment comme embarquer. En fin de compte, je voulais toujours aller dans cette direction-là. Puis je pense Live to See Tomorrow, on est rendu finalement. C'est pas quelque chose que tu peux faire tout de suite, surtout avec d'autres musiciens punk. On n'est pas comme des musiciens country, on n'est pas des musiciens gospel, mais je voulais toujours aller dans cette direction-là. Puis je pense que ça a juste pris du temps à comme amener le band là-bas. Parce que c'est ça en plus, parce que en fait, c'est beaucoup. J'ai vu que pour le studio, au drum, c'est Lucky depuis pas mal de débuts. Puis je pense aussi Raffi Mars, il est là depuis le deuxième album et tout. Donc c'est vraiment le même groupe qui a enregistré le dernier album, mettre une rotation pour les shows live un petit peu. Fait comment que ça marche un petit peu cette dynamique-là? Parce que j'imagine que tu es à l'aise de travailler en composition avec le trio original. Ouais, c'est ça. C'est facile avec eux parce qu'on est quasiment rendu on connaît nos pensées, genre. Tu peux juste jouer puis t'as pas de problème.
Puis c'est normal que les bands qui ont ce amitié-là, c'est quelque chose que tu ne trouves pas facilement. Tu ne veux pas le perdre quand tu es comme rendu à ce point-là. Mais vu qu'on est un band underground, on n'a pas des gros paychecks, on pourrait dire, qui gardent un band ensemble. Si tu as une famille, si tu as d'autres choses, tu peux pas vraiment comme continuer, même si tu veux. Mais je pense que on est encore des amis, là, moi puis Luc puis Raph, mais je pense qu'ils avaient d'autres choses dans leur vie qui pouvaient pas s'empêcher d'aller en tournée. Puis c'est seulement ça, vraiment. Ils étaient dans un autre stade de leur vie. Puis toi, de ton côté, parce que, tu sais, justement, c'est en très grande majorité toi qui écris les paroles et musique. Tu fais-tu des choses solo, des fois aussi, ou est-ce que c'est quelque chose que tu veux peut-être plus faire là en plus avec la pandémie, c'est encore comme plus facile pour des petites salles d'aller juste jouer toute seule pour... Dans un sens, tu viens de répondre à la question parce que c'est ça. Je pense que maintenant, les portes vont tranquillement ouvrir de faire des choses solo. Puis peut-être des shows, des spectacles, des tournées, même solo. Je suis pas encore sûr, là, mais je ne suis pas encore sûr quand. C'est ça, je vous le dis. Je suis sûr Personne que ne le sait encore. Ouais, c'est comme les spectacles encore, j'aimerais te dire on a plein de spectacles, mais c'est pas le cas. Mais quand ça vient, c'est sûr que je vais le dire, là. Ben, c'est ça, puis en plus, tu sais, avec les chansons justement qui vont comme plus country americana, ça se prête parfaitement à guitare et voix pour des choses aussi. Ouais, ben je suis je vais faire un album justement qui est moi puis un guide sèche. Je pourrais pas te dire quand ça va sortir parce que je sais pas encore. Les chansons sont là, mais c'est pas encore enregistré. Puis, ben, en fait, puis est-ce que ça va être sous Richie Nails ou est-ce que c'est un autre projet que. T'es le premier à savoir. Ça va être Richie Nails. Ça va être Richie Nails. Mais par contre, ça ne veut pas dire que The Nailheads sont finis à sortir de la musique. Puis j'espère de faire d'autres tournées aussi. OK. Puis, en fait, tu vas parce que aussi, j'étais vraiment content comme au début quand tu me parlais d'une affaire super précise sur l'enregistrement d'un album de The Clash. J'ai écouté le podcast que tu as fait avec View from the Moon. Ouais. Ouais. Puis là, tu plugues tous les détails de comme Motown, Stax, puis de toute cette affaire-là. Puis moi, ça me fait vraiment comme triper beaucoup parce que, tu sais, si il y avait autant d'artistes soul à Montréal, peut-être que le Clash Podcast, ça serait un podcast sur le soul. Mais évidemment, je tripe aussi sur le punk beaucoup. Okay. Le podcast est sur le punk rock. Mais toi, comme justement, comme côté soul, là, juste comme ça, est-ce que tu sais si à Montréal, tu as des artistes à référer? J'en connais pas beaucoup. Ah ouais, mais la scène Montréal, j'ai jamais suivi la scène soul à Montréal, honnêtement. Parce que le plus proche que j'ai, c'est Danny Rebel, qui fait quand même beaucoup de cover soul. Puis Danny Rebel and the KGB, il y a un gros côté soul. Je sais qu'il y a Paul Clairol, je pense aussi, qui est dans ce coin-là. C'est qui l'autre? Clairol, Clerel. Je pense que c'est un Américain. Puis, okay. Tu sais, c'est dans la trame de Sam Cooke, Otis Redding, puis ces choses-là. Donc, j'invite les gens à vouloir explorer un petit peu hors punk. Là, ça, c'est vraiment des noms. Puis The Brooks aussi, pour ceux qui connaissent, là, un band aussi pas mal soul à Montréal. Fait que, cool. À visiter. Live to See Tomorrow. Alors, sais-tu, ça commence par le Arrival, ça finit par le Departure. C'est comme le bruit d'un train qui arrive à une gare. Il y a beaucoup de storytelling aussi dans ta musique. Toi, est-ce que tu voulais faire un album concept en faisant cet album-là? Ou c'était quoi l'idée derrière cette thématique-là? Oui, j'étais pas au début, c'était pas comme vu comme ça au début, mais ça, en fin de compte, comme quand j'ai choisi les tunes pour un album, je choisis toujours des chansons qui fit ensemble dans une sens ou un autre. Quand même si c'est tous des différents topics, mais c'est toutes des histoires de vie. Puis moi, je vois l'album comme un vie. Tu viens au monde, puis tu pars, puis toutes les choses qui arrivent entre l'arrivée et le départ, c'est dans l'album. Comme la perte, lost, l'amour, des choses qui sont mal, qui arrivent dans la vie, des choses qui sont bonnes. Et c'est tout inclus dans l'album. Puis, justement, est-ce que le titre était venu
au départ, parce que là, Live to See Tomorrow, ça englobe aussi toutes ces idées-là. Ouais, Live to See Tomorrow, la tune principale ou la tune, la titre de title track, ça arrivait à cause de. Je parlais à un ami qui était dans plein de groupes aux États-Unis. Il était dans The Mistakes, Total Chaos, il était dans The Zeros, plein de bandes. Puis, on a commencé une amitié. Je l'ai dit que j'étais un fan de son groupe. Il m'a dit j'ai écouté ta musique, j'ai devenu un fan de ton groupe aussi. Puis pour moi, c'était un trip parce que quand j'étais jeune, je suivais sa musique. Fait que là, on a commencé une amitié, puis on parlait sur le téléphone pour un long temps au début. Là, on parlait quasiment chaque soir, puis il me disait plein d'histoires de sa vie. Puis ça a influencé la tune Live to See Tomorrow. C'était né de ces conversations-là. Fait que c'est un peu sa vie, un peu la mienne, puis j'ai juste mélangé des choses que... C'est comme nos conversations, mais dans une tune. Puis ça, c'est Todd, dans le fond, qui chante aussi sur la chanson Live to See Tomorrow. OK, ça. Comment que ça s'est fait? Parce que j'ai vu que l'album a commencé à être enregistré en 2019. Est-ce que ça s'est fait à distance à cause de la pandémie ou vous aviez eu le temps d'enregistrer la track ensemble? Non, ben il a envoyé ses vocales, je pense, avant la pandémie. C'est vraiment bizarre parce que l'album était enregistré avant la pandémie. Puis, durant la pandémie, j'ai fait la production avec le post-production avec Peter Edwards de Grimmskunk. On l'a fait ensemble. Puis, ouais, c'est ça. L'album a juste pris longtemps de travailler avec Peter. Ça a pris longtemps de produire. OK. Parce qu'il était terminé, c'est ça, il était terminé en 2019 déjà. Ouais. OK. Ouais. Puis le fait d'avoir terminé l'album en 2019, là, il y a eu la pandémie, il n'y a pas eu de spectacle, comme on explique. J'imagine que tu as continué à composer. Fait que est-ce que c'est un petit peu un deuil de cet album-là, que tu sais que peut-être qu'il n'y aura pas de... Tu sais pas s'il va y avoir comme plein de shows pour cet album-là, puis peut-être déjà tu es rendu à penser à tes nouvelles chansons, tu sais. Ouais, c'est dur de dire. Comme la prochaine tournée que je vais faire, Nailheads, c'est sûr qu'on va jouer des tunes de cet album-là, c'est sûr. Mais je ne sais pas s'il va y avoir un album Nailheads quand je vais en tourner, je ne sais pas. C'est dur de dire parce que des fois, souvent pour moi, ça prend long à sortir des albums parce qu'on n'a pas toujours cet album-là, il a pris plus long que tous nos albums. Et les tunes, c'est pas les tunes qui ont pris long. Ça fait longtemps qu'ils sont écrits. C'est plutôt pratiquer avec les musiciens, faire le pre-production, tout ça. Pour que tout le monde connaisse la tune. Quand on rentre dans le studio, on est prêt. C'était fait pas mal live. C'est sûr que les vocales, j'ai refait après. On aurait fait peut-être un peu de lead guitare après. Puis c'est sûr que tous les extra musiciens, c'était après. Mais l'énergie, c'est vraiment live. Les tracks sont live. Oui, parce que tu dis les musiciens d'Extra, tu sais, c'est vraiment un projet hyper ambitieux. Là, tu sais, le roster de musiciens sur l'album est complètement fou. En fait, puis c'est ça, puis tu sais, je vais nommer comme, tu sais, moi, des noms qui m'ont sauté aux yeux que je reconnaissais plus. Tu sais, il y a 2 membres de Cayman and the 45s. Oui. Joshua, puis Max, je pense que j'ai vu. Puis, il y a aussi Lauren Muller, des Kingpins, de Fabulous Lolo, tout ça. Ces gens-là, tu les as connus à travers les spectacles. Comment tu les as approchés? Oui, exactement. J'ai joué un show, là, ça fait longtemps, même avant Finish Them Off With a Bat, parce que j'ai joué un show avec, je pense que c'était nous puis K-Man. Puis il y avait... Tout le monde était là. Max était là, Lorraine était là. Puis même Patrick Taylor, il était là. Puis je les ai demandé, est-ce que vous aimeriez jouer sur la prochaine album Nailheads? Ils ont dit oui. On a seté un date pour être au studio. Puis après ça, ben, on est devenus des acquaintances. Fait que la prochaine fois, j'ai dit, hey, you guys want to come back? Tu veux revenir faire cet album-là? Ils ont dit, oui, encore. Sauf là, Patrick n'était plus là. Il y avait Joshua, Michaud. Oui. Michaud. Puis, ben, c'est ça. Fait que, comment? Parce que, tu sais, juste l'album devait être réfléchi en laissant de la place pour
les percussions, les cuivres. Donc, c'est ça, j'imagine, qui a comme été compliqué à planifier d'avance parce qu'il y a quand même beaucoup de... Tu sais, il y a même aussi du slide guitar, de l'orgue, de l'harmonica à plusieurs places. Fait que tous ces instruments-là, il fallait que tu laisses la place pour rajouter ces layers-là. Ouais, j'avais déjà l'idée dans ma tête de les instruments qui seraient sur l'album. Puis chaque tune, je savais comme quel instrument on aurait. Fait que j'avais déjà tout ça planifié. Mais des fois, c'était dur à expliquer au groupe. Euh, Comme, non, ça va, il va y avoir des horns là, il va y avoir ça là. Fait que ça, c'était toujours un peu difficile de faire imaginer tout le monde qu'est-ce que moi j'entendais. Mais j'avais leur confiance parce qu'on a joué tellement, on a fait des albums avant ensemble. Fait qu'ils savaient que je savais qu'est-ce que je faisais. OK. Puis avec Peter Edwards, justement, que là, c'est drôle parce que c'est un nom que je vois, je le vois de plus en plus produire et enregistrer des albums. Juste sur le podcast, j'ai reçu Gros Soleil qui ont travaillé avec, Two Stone, Two Skank. Okay. Il y a Grimmskunk, mais la rencontre avec lui, ça fait longtemps que tu le connaissais ou justement que tu as vu qu'il faisait plus de travail que tu l'as approché? Je savais pas tout son travail. Je savais juste un album en particulier que j'ai aimé beaucoup. Son production était écœurante. C'était Shadows and Ghosts de The Nils. OK. Ah ben oui, c'est vrai, ouais. J'ai vraiment aimé cet album-là, puis je l'avais dans ma collection. Puis chaque fois que je l'écoutais, j'ai dit, man, le gars, il savait ce qu'il faisait. Puis fait que je l'ai écrit. Puis j'ai dit, j'aimerais faire un album avec toi. Puis il a dit, OK, viens, si tu as aimé le son de Nils, c'est sûr tu aimerais travailler avec moi parce que ça, c'est mon son. Fait que je l'ai rencontré au studio au centre-ville, studio Indica. Puis on a jasé, puis il était vraiment un bon gars. J'ai trouvé vraiment smart. Puis il savait, j'ai discuté qu'est-ce que j'ai vu comme album, les chansons, je lui ai envoyé des pre-production. Puis il a compris. Il a compris, comme j'ai dit, il va avoir du soul, du gospel, du country. Puis il était comme, oh cool, il était ouvert. Il était ouvert. Puis ouais, on a tellement travaillé ensemble sur l'album que we got to know each other more. So now I could say, maintenant je peux le dire, je le connais. Mais au début, je ne le connaissais pas du tout. Je pense que tout le monde connaît Grimmskunk, là, on va se le dire, mais côté réalisation, je pense qu'il est vraiment en train de faire un nom. Quand on regarde, je pense qu'il avait travaillé dans le passé avec Voivod, si je ne me trompe pas, puis Les Écorchés comme un side project là, de Barf et tout ça. Donc, ouais, je crois que c'est un nom qu'on va voir de plus en plus recorded by Peter Edwards. Ouais, je pense que pendant qu'il a fait notre album, il a fait un autre, je ne sais pas combien, mais je sais qu'il travaille aussi avec d'autres groupes. Cool. Puis, mais c'est ça, mais ça me fait penser, parce que je regardais un petit peu les gens qui ont enregistré vos albums précédents. Puis, j'ai vu que People Killing People avait été produit par Charles-Émile Baudouin. Non, c'est People Killing People, c'était René de The Brains. Ah, OK. C'est Finish Him Off with a Bat. Finish Him Off with a Bat, c'était Charles-Émile. OK. Puis comment que ça s'est fait avec lui? Est-ce qu'il était habitué d'enregistrer du punk? Parce que les noms que je vois, c'était Mes Aïeux, Lisa Leblanc, Carquois, même il a travaillé avec Céline Dion, j'ai vu un certain point. Comment vous avez fait le contact avec lui? C'est drôle, hein? Tu me fais réaliser des choses que j'ai même pas pensé, mais ouais, on l'a connu. On a fait pour c'était quoi la journée Valentine? Saint-Valentin. Saint-Valentin? Ouais, thank you. Saint-Valentin. Tu pensais aux hot dogs pour ça. Hein? On a fait 2 tunes Git Sèche pour la Saint-Valentin en 2000, je dirais, mettons 2010, je pense. 2011 peut-être. Puis c'était live, tu peux le voir sur YouTube comme on a fait. C'était le gars qui faisait la vidéo pour ça. Il connaissait Charles-Émile. Fait que c'était par son alliance qu'on a connu Charles-Émile. Il était là au studio, puis pendant que le gars qu'on connaissait filmait, Charles-Émile, il était dans le studio, il faisait le son live. Il avait Mike et tout, puis il a fait tellement un bon job sur la vidéo live qu'on s'est dit, hey, est-ce que tu as le temps de faire un album? Fait qu'il il est venu voir un de nos jams, puis il a dit, vous êtes assez tight pour faire un album comme live. Puis il était down. C'est ça qu'on a fait. On a fait un autre album. Finish Him Off with a Bat, c'était live, mais on a rajouté après les vocales, puis on a retouché comme, mettons, des solos, certaines choses, mais l'énergie est live aussi.
Puis quand tu parles, le gars qui faisait la vidéo, justement, j'ai regardé tous vos vidéoclips. Tu sais, je veux dire, je vois Ryan Stick comme partout. Je ne sais pas si c'est de lui que tu parlais. Non, c'était quelqu'un d'autre avant qui a fait nos 2 premiers vidéoclips, Insurance Policy puis Johnny Go Home, de People Killing People. C'était avec Jonathan Sturgeon. Puis après ça, on a connu Ryan Stick, puis on a resté avec lui parce que c'est un vieux ami de la scène punk quand j'étais adolescent. Je le connaissais à Montréal. On sortait toujours des shows Salle de Lex. Il était dans des groupes. Moi, j'étais dans des groupes. Puis on jouait ensemble. Il était dans quel groupe? Parce que je voyais qu'il y avait comme rapport au Comic-Con aussi, puis des trucs comme ça. Il y a un podcast lui aussi. Mais j'ai pas vu ces band punk qu'il y avait avant. C'était lesquels? Ah ouais, mais là, il joue plus la musique. Mais non, c'est pas vrai. Il y a un groupe qui joue, je pense, à Noël. Mais dans le temps, il jouait dans Judgmental. Il jouait dans The Real Deal. Ah, OK, pour vrai? Ouais. Ah, je savais pas. En plus, j'ai vu de réunion de Real Deal juste avant la pandémie. Ils ont fait un genre de reunion show. Là, je sais pas s'il était là. Je sais pas s'il était là, mais... Ouais, OK, ça fait du sens parce que je voyais aussi que toi, certains vidéoclips, c'était Ryan Stick puis Richie Nails. Toi, est-ce que c'est... est-ce que tu travailles là-dedans? Est-ce que tu as étudié là-dedans ou c'est juste que tu participes à la création de toutes les facettes de The Nailheads? Ben, les idées pour les vidéoclips, les idées, c'est moi puis lui, on va jaser, puis on va faire un meeting, on va parler de qu'est-ce qu'on imagine, puis quand on fait le vidéoclip, des fois, quand on édite, on le fait ensemble, souvent. Des fois, c'est juste lui. Si ça dit à la fin de la vidéo Ryan Stick tout seul, mais si ça dit nos 2 noms, ça veut dire j'étais là à côté de lui quand il faisait, puis j'avais quoi dire tout le long. Genre. Fait que j'ai pas touché l'ordi parce que je suis pas un editor professionnel, mais j'ai l'œil pour la vision finale. Ouais. Ah, ouais. Cool, mais regarde justement parce que le dernier vidéoclip que vous avez sorti, c'était Kill or Be Killed. Ouais. On va aller écouter la chanson, puis on revient tout de suite après. Right. I'm becoming as such. Wealth in the world where it don't count for much. Cross my heart and I hope to die. I'd sooner trust a lie than one who say they don't lie. I need some peace now and again. I've been carrying around the guilt of 1,000 men. Take a break, she works night and day. So tell me how much is at stake if I sign my life away? You see, I've dabbled in this and I've dabbled in that. Oh, but she's a bitch of a witch and she'll finish you off with a bat. I need release of paper and a pen. I've been walking to and fro in the desert again. I claim my own cool. Listen, if I cared what people thought, I would have stayed in school. I'm so used to paying it when I got none, I hurt for it. I keep walking the streets, baby, I search for it. Women that pretend not to care end up being the ones most likely to dare. Inventory. I'll be pushing up daisies by the time I'm pushing 40. Push, 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 shove, shove, shove.
c'est ça. Ben là, on vient d'entendre Kill or Be Killed. En fait, pourquoi vous avez choisi cette chanson-là comme single de vidéoclip? Il était je trouve les premiers singles devraient être un tune avec de l'énergie. On va pas comme commencer le premier single avec un chanson country si le monde ne sont pas habitués d'entendre nous faire ça. Mais c'était la tune comme la plus, je pense que c'est la tune la plus c'est tout Nailheads, mais je veux dire, ça sonne plus comme nos en vieux terrain albums. connu, ouais, c'est ça. Ouais. Okay. Fait que c'est ces deux raisons-là. Puis aussi, vu que la tune, je trouve que ça marche avec un vidéoclip simple, parce qu'il y a beaucoup de paroles, il y a beaucoup de choses. C'est comme, le plus que tu dis des fois, le vidéoclip n'a pas besoin d'être trop occupé. Et puis, avant que j'oublie, parce que c'est une question que je voulais te poser tantôt, que tu avais justement eu la chance de rencontrer puis parler avec Todd de Total Chaos et tout ça. En fait, comment vous vous êtes rencontrés? Tu as-tu juste écrit random ou vous avez eu une rencontre en quelque part? Ouais, je l'ai écrit. J'ai écrit son bassiste de son groupe The Mistakes parce que j'ai vu qu'ils avaient un Facebook puis j'étais comme, oh man, c'est cool, c'est le groupe que j'écoutais quand j'étais jeune. Fait que je vais l'écrire puis je vais juste dire, j'aimerais faire une reprise d'un de vos tunes, un cover. Puis là, lui, il a dit, ben, tu devrais parler à notre chanteur parce que c'est lui qui a écrit pas mal plus des tunes. Fait que pendant que lui, il allait dire au chanteur, hey, il y a un gars qui aime notre band, puis il veut faire un cover de ta tune. Fait que là, c'était la tune Tomorrow qui était aussi repris par Total Chaos. Ils ont repris comme, je pense, 3 ou 4 de ces tunes. Ben, ils ont repris. Attends, c'est pas vrai. Ils ont repris 2 de ces tunes et pendant qu'il était dans le band, ils ont fait des tunes que lui, il a écrit aussi. Anyways, il était dans le groupe, il était sur cet album-là, puis c'était quoi encore la question? Ah, c'est ça, ben en fait, que tu lui as écrit pour. Puis là, tu as choisi Tomorrow pour faire le cover qu'il avait repris. Oui, lui, il m'a réécrit avant que j'ai eu le temps de les réécrire. Puis il a dit, hey man, j'aime ta musique, j'ai devenu un fan de ta musique. Fait que là, je suis comme, ah, c'est cool. Fait que là, on a parlé. Il a dit, appelle-moi ce soir, tu peux faire n'importe quelle tune tu veux. Fait que je ne l'ai pas encore faite en fin de compte. Parce que... OK, mais c'est ça que j'allais demander. Non, j'aimerais le faire, mais je veux faire la justice sur, je veux pas faire une version scrap. Fait que il faut le faire dans un studio éventuellement. OK. Mais oui, on a comme devenu des très bons amis après ça. On avait beaucoup en commun avec nos personnalités. On s'est bien, je sais pas comment le dire, mais c'est comme on se connaissait déjà. C'était vraiment juste une amitié qui se fait naturellement. Puis, ben, c'est ça, j'ai vu que lui, il y a beaucoup d'histoires avec Sunset Strip, puis Sunset Strip, des choses comme ça. Puis, quand j'écoutais Do de Charlie, je me demandais si c'était comme justement une histoire que vous vous êtes conté ensemble qui venait de là, parce que, tu sais, il y a je pense que c'est Seeking Trails in the Hollywood Hills, puis, tu sais, Do a Stabbing Motion. Je me demandais c'était quoi l'histoire derrière cette chanson-là, tu sais. Do the Charlie, ça parle de 2 hommes qui s'appellent Charlie. Premièrement, si tu écoutes les albums, je ne sais pas si je devrais te dire, peut-être, c'est 2 personnes fameuses. Si tu réécoutes la tune, tu peux le savoir avec tout ce que je dis dans les paroles, tu vas savoir c'est qui. OK, c'est 2 personnes de la scène. C'est 2 personnes fameuses qui ont le même premier nom. Puis, est-ce que tu veux que je le dise ou tu veux non, je pense moi, j'aime ça chercher ces affaires-là. Okay. Puis là, je sais que peut-être qu'il va y avoir des auditeurs qui vont faire comme « Non! » Mais on va le laisser là. Je veux le trouver. Ouais. Mais le premier verset, c'est un des Charlie, puis le deuxième verset, ça parle de l'autre Charlie. OK, parfait. Puis le chorus, ça parle des 2. OK. Mais ouais, si tu veux, c'est 2 personnes vraiment connues avec le même premier nom. Puis c'est un danse. Dans le fond, c'était l'idée de mon frère que j'ai dédié l'album à la mémoire de mon frère parce qu'il est mort en 2020. Et mais sympathie. Merci. Et c'est lui qui m'avait dit tu devrais faire un tune sur ces 2 personnages-là. Puis j'ai dit hey, c'est une bonne idée. Il a dit fais-le comme une chanson que tu peux danser, comme dans les anciens temps. Fait que j'ai décidé de faire un tune soul il parlait de ces 2 personnes-là. Puis mon frère, il avait des bonnes idées. Fait qu'il était créatif. Puis j'ai pensé que c'était vraiment une excellente idée que
je pouvais pas comme pas faire. OK. Ben, tu vois, regarde, moi, je lance là, l'idée comme pour que les gens se forcent un petit peu à le trouver, puis moi-même, je vais aller le chercher. Là. J'espère que personne ne va me le spoiler avant. Mais si quelqu'un m'écrit en privé sur la page du podcast, puis me dit c'est qui les deux Charlie, si quelqu'un l'a bon, la première personne qui l'a bon, je vais lui donner un album de The Nailheads. Comme ça, Cool. ça va lancer, ça va te motiver les gens à creuser un peu plus dans leur recherche. S'il connaît un peu des détails de ces deux personnes-là, ils vont connaître tout de suite. Parce que c'est des détails que si tu les connais, c'est facile. Oui, et puis est-ce que vous voulez le sortir aussi en vinyle éventuellement? J'aimerais faire ça. Le plan, c'était de le sortir en vinyle quand j'ai plus de CD. Comme j'ai fait un limited pressing, puis je pense avec les vinyles, ça va être la même chose, limité. Parce que j'ai remarqué, tout le monde a remarqué, je pense, ce temps-ci, que les hard copies ne vendent pas comme dans le temps. Ouais. Fait que c'est mieux de faire moins. Si tu es un band indépendant, tu fais moins, puis après ça, oh, je veux l'acheter, mais you should have thought of that 3 years ago. C'est ça. Puis au moins, toi, tu n'as pas perdu d'argent dans ce temps-là. Tu n'as pas comme 10 boîtes dans ta chambre avec des CD qui restent là. Ouais, exact. J'aimerais les débarrasser, puis je vois maintenant, parce que People Killing People, je pense, on a fait 3 ou 4 pressings. Puis c'est drôle maintenant, quand je check sur l'Internet, je vois que quand il y en a un, il se vend. It sells, you know. Ouais. Je suis content avec ça. J'aime plus que ça continue de rouler. Puis en plus, là, vous êtes avec Dental Records, qui est. Moi, je connais ça à cause. John Martin m'a aussi écrit justement pour me parler de votre band à un certain point. Cool. Puis d'ailleurs, aller écouter Hang Time, c'est vraiment un excellent band. Ouais. Les autres, qui ont sorti justement des vinyles l'année passée. Fait que je me disais peut-être, avec Dental Records, justement, c'est quelque chose qui est possible de faire avec. Oui, c'est sûr. Comme même si, mettons, je fais un autre album quand on a parlé avant, hein, on disait peut-être je vais sortir un autre album avant que je ne sais pas qu'est-ce qui va arriver avec la tournée, mais mettons, soit ça va être Live to See Tomorrow en vinyle, soit ça va être les 2 albums sur un vinyle, je ne sais pas, ou 2 vinyles dans un paquet, je ne sais pas encore. Mais comme eux autres, c'est cool comment ils ont fait. Ils ont pris leur EP puis ils ont fait tout ça en vinyle. J'ai trouvé ça cool. Oui, je sais, j'attendais qu'ils viennent justement à Montréal pour acheter un parce que, tu sais, le band, c'est Hang Time, puis je pense qu'il venait souvent à Montréal. Je pense que dans la dernière année et demie avant la pandémie, il était venu 3 fois. Fait que, c'est ça, c'est super, tu sais, c'est un super bon band pop-punk, puis justement, leur vinyle est disponible parce que là, c'est ça. Là, tu sais, pendant la pandémie, je commandais des vinyles, me demandais à payer des shipping fees de comme 15$. Là, je suis tanné, fait que j'aime mieux aller voir le spectacle et acheter le vinyle en même temps. Je suis d'accord, ouais. Tu sauves sur la... Beaucoup. Tu te payes un billet de spectacle puis un vinyle pour le même prix qu'un shipping de vinyle. Fait que, c'est fou. Il y en a des places, c'est cher. Ouais. Ça monte vite, un 15-20$ là, de shipping. Tu te dis, pourquoi je fais ça? Tu sais? En tout cas, pour encourager la scène locale, évidemment, mais tu sais, à un moment donné, tu fais comme moi. Je pourrais acheter 2 vinyles au lieu de juste un à cause du shipping, mais bon, c'est ça qu'il faut faire ces temps-ci. Là, maintenant, les magasins sont rouverts, là, mais il faut faire rouler l'économie de la scène locale quand même d'une certaine façon. Ça va être plus facile. Au moins, tu vas sauver de l'argent pour être au show. Oui, tu vas pouvoir te permettre les deux. Puis, tu disais tantôt que, justement, je pense que c'était... je pense que c'était Ryan Stick. Tu disais, vous connaissiez au secondaire, pas au secondaire, mais quand vous allez voir des shows punk puis tout. Puis, j'ai écouté ton entrevue à Punkcast, que d'ailleurs, je réfère tout le monde. Là, Punkcast, il sort moins d'épisodes qu'avant, mais à chaque fois qu'il sort de quoi, c'est vraiment intéressant. Puis le dernier, c'est avec toi. Donc, un autre bon podcast local à aller écouter si vous avez du temps. Puis, tu dis que toi, tu viens de Laval, en fait. Ouais. Tu parlais de la scène à Saint-Eustache. Puis là, moi, je voulais savoir parce que moi, je viens de Sainte-Dorothée, juste sur le bord de Chamédé à Laval. Puis je me demandais si toi, tu venais de cette section-là de l'île. Tu avais un band à Laval à cette époque-là quand tu étais. Je suis proche de Saint-Eustache. Je suis juste de l'autre côté de le pont. Fait que t'es Laval-Ouest. Oui, exact. Tu connais you know your stuff. Oui, mais je jouais au soccer à Jolibourg, Laval-Ouest. J'avais des amis là-bas. Donc, mais c'est ça, à Laval, c'était quoi le nom de ton band? The Nailheads. OK, c'était The Nailheads. Mais c'était pas le même Nailheads, comme tu as entendu dans l'entrevue. Il y avait un Nailheads avant. C'était juste des différents membres. C'était avant, j'ai recommencé. Ouais. C'était pas exactement la même chose, mais j'ai écrit les tunes. C'est ça, j'ai commencé Nailheads pour
justement, j'écrivais plusieurs de tunes, plus en plus. Finalement, je suis comme, tu sais quoi, je vais recommencer de Nailheads, mais cette fois-ci, c'est comme, je peux sortir ces tunes-là au lieu de comme les pile up. OK. Fait que, mais il y avait un scène, il y avait des punks à Saint-Eustache, puis je tenais avec eux, puis on allait à des shows, mais souvent, les shows, ils étaient à Montréal. J'ai joué à Laval, pas beaucoup de fois, mais j'ai joué un show à la Maison des Jeunes à Laval-Ouest dans le temps. Mais c'est ça, moi, c'est mon seul référent que je sais qu'il y a déjà eu des spectacles là OK. à l'époque, mais Puis, c'est devenu la salle communautaire pas loin de l'aréna de ce que je me souviens. Là. ouais, sur Sainte-Rose. Ouais. Et après ça, on a joué à un Legion. Un Legion sur Arthur Sault. Non, sur Sainte-Rose aussi. Puis on a loué la salle. Dans le temps, on louait des. On louait des salles. Hein. On demandait, on peut-tu jouer un show punk ici, même si c'était pas un salle punk. Puis, parce que dans cette époque-là, quand j'étais ado, tu jouais un show punk, le monde venait. Le monde venait, c'était sûr et certain. Même si c'était des métalleux ou whatever, il y avait tout le monde là, puis tout le monde se tenait ensemble. Puis c'était juste comme ça. Il y avait plein de jeunes. C'était le fun. Oui, mais je me souviens dans ce coin-là, il y avait Gone Too Far, qui a Jean-Sébastien qui chante maintenant dans Long Story Short. OK. C'est comme un band, me semble aussi Sainte-Dorothée. Il y avait Reset, puis j'ai Presto Pack aussi. Ouais, le nom, ça me dit de quoi? Ouais. Je l'ai peut-être vu sur des flyers. Je sais que 50 Stars Anger, il venait de la Rive-Nord, mais il faisait des shows aussi justement à Sainte-Rose, juste l'autre bord du pont, qui est maintenant Set It Back. Puis, ouais. Je les connais, ouais. J'ai vu leurs flyers aussi avant que je les connus, ouais. C'est ça. Avoir su qu'à l'époque que j'habitais à Sainte-Dorothée, il y avait une petite scène, je me serais plus déplacé à Laval-Ouest, mais... Oui, tu savais jamais qu'est-ce qui arriverait à les shows dans le temps. Comme, à un moment donné, on avait booké un restaurant je pense que c'était Laval-sur-le-Lac. Puis tout le monde s'est pointé, les punks de Saint-Eustache que je parlais, ils étaient là. Tous mes amis étaient là. Puis là, on est rendu dans le parking, on est venu dans plein de différents chars. Puis là, vu que j'étais jeune, je savais pas comment dealer avec des shows dans le temps. J'ai pas rappelé la place pour dire c'est sûr qu'on revient. Okay. J'avais booké la salle, mais j'ai pas rappelé. Fait que là, on se pointe là, puis la place est fermée. On les appelle, on est comme, qu'est-ce qui arrive à notre show? Ben, t'as jamais rappelé, fait que le show est cancellé. Comme, what? Fait que là, les punks, ils ont appelé quelqu'un, puis ils ont dit, ben, ils ont un house party, un house show. Je pense que c'était à Rivière-des-Prairies ou quelque chose. Puis ils ont dit, il y a un punk show, venez-vous-en. On s'est tous fait des rides, comme, ils ont comme amené le monde, ils ont fait un autre ride, il y avait plusieurs chars, on s'est tous pointus au show. Puis c'était un show débile, il y avait Abirato, il y avait Chaos Drunk Punks dans le temps. OK, ouais. Il y avait plusieurs bands, plusieurs groupes. Puis c'était vraiment comme dans un scène d'un film punk. Là, la maison était pleine de punk de rue, puis tout. C'est devenu un festival en plus avec les autres bands qui se sont rajoutés. Puis, ouais, c'était comme un festival dans une maison. Il y avait un pool party. À un moment donné, avant qu'on joue, comme plusieurs shows qu'on a fait dans notre vie, les polices sont arrivés pour fermer la house party. C'est comme, tu sais, là, sûrement qu'à l'époque aussi, comme Can't Hardly Wait avait sorti au cinéma ou American Pie, puis là, vous viviez comme le rêve de film américain, mais à Laval. ouais. Il y avait toujours des aventures dans ce temps-là. Maintenant, tout le monde a peur de faire n'importe quoi, mais il y avait, surtout avec la pandémie. Oui, encore plus, là, c'est sûr. Là. Puis, c'est ça, tu as dit justement que The Nailheads, c'était un projet. Puis en même temps, je vais résumer l'histoire. Comme ça, les gens vont devoir aller écouter Punkcast pour avoir l'information. Mais ça commençait un petit peu comme, vous enregistriez des skits d'humour. Vous chantiez par-dessus de la musique jazz pour faire des jokes, des trucs comme ça. Ça a commencé. Tu parles aussi de Ravens puis Dionysus. Est-ce que c'était le même style de musique ou c'était avant, c'était après? Ces bands-là, ça ressemblait à quoi? OK. The Ravens, ça a changé plusieurs fois aussi le nom. Je pense à un moment donné, c'était The Riot. Puis on a joué un show nommé The Ravens. Puis après ça, on a joué plusieurs shows The Riot. Puis il y avait moi, puis il y avait un autre gars. On écrivait des tunes. Mes tunes, c'était un peu plus punk. Ces tunes étaient un peu plus hard rock. Puis quand on écrivait ensemble, c'était un mélange des deux. Il y avait des tunes plus
guitare sèche. Il y avait plein de différents styles. Mais live, c'était du hard rock et du punk. Est-ce qu'il y a des enregistrements qu'on peut trouver de ces projets-là? Est-ce que vous avez il y avait un CD de The Riot, puis, mais il a changé des membres. Après, j'étais plus dans le band. Puis j'ai retourné dans le band après. Puis je suis pas sur le CD, mais il y a un CD, je pense. J'ai fait le cover. C'était un loup, là. C'était un dessin d'un loup. Puis, j'ai fait 2 covers, je pense, pour le même album. Anyways, peut-être c'est quelque part dans l'Underground qu'il faut trouver, mais je pense qu'il n'y a pas beaucoup de copies. Puis, c'était drôle. À un moment donné, on avait un copie d'un démo, puis on tripait sur le démo. Là, on a prêté à un drummer pour checker l'album, puis il n'a jamais redonné le démo, c'est notre seule copie, puis il s'était enregistré. Ouais, c'était vraiment un bon enregistrement. Fait que ça, c'était drôle. Mais non, il n'y a pas gros-chose. Il y avait quoi d'autre? Il y avait des choses solo que j'ai faites. Mais je sais pas, peut-être qu'il y a des vieux recordings que, mettons, je peux sortir un journée, je sais pas. Parce que c'est sûr que quand tu tapes Riot puis Raven sur Google, il y a tellement de bands avec ces noms-là. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est pour ça que même à un moment donné, The Nailheads, je voulais le nommer The Victims, puis c'est tous des noms génériques, il y a milliers de bands. Mais. Nailheads, j'ai vu qu'il y avait un band de Nouvelle-Zélande qui s'appelait comme ça. Aussi. Ouais, ouais, exactement. Puis ils sont après nous, ça, c'est sûr. Là. Mais. OK, après vous, comme par après, pas ils vous. They're hunting for you or something. Non. Ça serait drôle quand même. Ça serait drôle. Peut-être dans mes rêves paranoïaques. Mais non, ils ont comme leur nom original était Nailheads Trio. Tu parles du band Rockabilly? J'ai pas écouté, j'ai juste vu sur Discord. Maintenant, je les donne du promotion. Oui, c'est ça. Tu as parlé de nous, mais je vais les donner du promotion quand même. Non, ils étaient Nailheads Trio, puis ils ont changé leur nom pour notre nom. Après, je me suis dit, pourquoi ils ont fait ça? Puis là, j'étais fâché un peu parce que, pas fâché, là, j'étais pas si fâché que ça. J'étais juste déçu que quand on n'avait pas notre album sur l'Internet, il y avait juste eux, puis ils ont volé notre nom, dans un sens. Puis vous aviez déjà enregistré avant eux de toute façon aussi. Ouais. On existait beaucoup avant que eux. Comme je dis, le nom était dans les années 90. Fait que même si je pense que eux autres, c'est après 2010 ou quelque chose. Ouais, c'est ça, c'était quand même plus tard que ça, ouais. Mais ils existent plus, je pense. Je sais pas. C'est sûr que de toute façon, The Nailheads, Montréal, c'est meilleur. Ça, c'est sûr et certain, j'ai pas de doute là-dessus. Mais tu disais que tu avais fait les pochettes des pochettes pour les démos de Raven. Puis je me suis demandé justement, est-ce que c'est toi qui fais les designs pour The Nailheads, comme le personnage, le font, puis tout ça? Oui, j'ai fait le personnage, puis tous les dessins. Puis la graphique, comme le graphisme, whatever, c'était Luc avant, il faisait comme l'ordi, tout ce qu'il faisait sur l'ordi. Fait qu'il a fait beaucoup de design de t-shirts, puis tout ça. Moi puis lui, on parlait toujours comment l'album, how it would look. Puis après, quand il est parti, là, le dernier album, c'est moi qui l'ai fait en ordi. Fait que j'ai appris comme, j'avais pas le choix d'apprendre le graphique de l'ordinateur. Mais ouais, tous les dessins, c'était toujours moi. Cool. Puis il y avait, c'est ça, puis on a parlé tantôt, puis là, j'ai vu que vous alliez faire le Strummer Fest. Mais je crois que ton épisode va sortir comme début septembre. Fait que le spectacle va malheureusement avoir passé. Je ne sais pas c'est quoi la date. Oh non, c'est samedi. Ah, mais c'est ça. Mais c'est live. C'est live sur l'Internet. C'est pas en personne. Est-ce que ça va être. Oui, c'est ça, mais je veux dire, cet épisode-là va être diffusé comme genre le 4 septembre, quelque chose comme ça. Donc, en théorie, les gens ne pourront pas l'écouter live. Ça va sortir le 2 septembre, cet épisode-là. Puis je me demandais justement si Strummer Fest, vu que c'était comme préenregistré puis diffusé live après, est-ce qu'on va pouvoir le revoir en diffusé par après? Oui, ça va rester sur l'Internet. Puis c'est pour une cause aussi. Je ne sais pas si tu vas en parler un petit peu, justement, si les gens vont le voir par après et qu'ils veulent donner de l'argent à une bonne cause. Ben, il y a Your Life Counts, qui est comme anti-suicide. Il y a House of Friendship. Puis l'autre, je pense, c'est The Regional Suicide Prevention Center of Waterloo. Puis dans le fond, il y en a un couple qui c'est pour la prévention de suicide. Puis l'autre, je pense, c'est pour des femmes qui sont tout seules, avec des enfants, je veux dire. OK, c'est bon. Fait que c'est des bonnes causes. Puis on a joué ce festival-là 2 autres fois avant. Mais cette année,
comme ils l'ont pas fait l'année passée, ils ont dit on va le faire, mais on va le faire comme tout le monde a envoyé leur set enregistré. Puis est-ce que c'est-tu nécessairement des chansons de Clash ou des Mescaleros ou c'est vraiment, vous pouvez jouer vos propres chansons? Nous, on n'a jamais joué, même si je suis un fan de Joe Strummer et The Clash, on n'a jamais joué un tune de The Clash, mais il y en a des bands, il y en a beaucoup de bands qui jouent des reprises de The Clash, puis tous les projets de Joe Strummer. Ouais. Il y a, parlant de spectacle, je voulais savoir parce que vous avez, j'ai vu que vous avez fait à peu près 5-6 tournées au Canada, vous avez joué aux États-Unis, vous avez joué en Europe aussi plusieurs fois. Ça, j'essaie de trouver des informations parce que j'ai vu que vous aviez fait un Indiegogo pour faire une tournée jusqu'au Mexique, mais je ne trouvais pas beaucoup d'informations. Est-ce que ça a eu lieu? Est-ce que vous l'aviez fait, la tournée genre de 55 spectacles États-Unis-Mexique? Oui, on l'a fait. OK. Ouais. Puis comment ça s'est passé? Parce que j'étais là comme si ça a dû être une organisation. C'était... on a booké la moitié du tournée, puis l'autre moitié était bookée par Dusty Exner de Kill... Ben, je pense que c'est plus son nom, là. Dusty de Kill Matilda. Puis, tu connais Kill Matilda? J'ai entendu le nom. Ils n'existent plus. Ils n'existent plus, mais ils jouaient beaucoup dans le temps. Je ne sais pas s'ils vont recommencer ou quoi. Ils viennent de BC, je pense. Puis, ils viennent de tout partout au Canada, mais je pense que leur base était BC. Puis, ils étaient nos amis, puis Dusty bookait des shows dans le temps, fait que nous a booké beaucoup de shows. Cette tournée-là, c'était Canada, États-Unis, Mexique. Ouais, ça a passé vraiment bien. Mexique, ils étaient super cool. C'était 5 border towns. Puis, c'est 5 spectacles au Mexique. Ça, c'était vraiment cool. États-Unis, j'ai vraiment aimé ça parce que il y a beaucoup plus de... Ben, premièrement, tu n'as pas besoin de conduire 13 heures pour rendre un show comme au Canada. Les grosses villes sont plus proches. Tout est plus proche. Fait que tu peux conduire genre 40 minutes ou une heure, puis tu es rendu à la prochaine spectacle. Puis aussi, il y avait plus de monde comme au Canada, ça nous pris plusieurs tournées pour faire un following. Mais aux États-Unis, c'est comme si on avait déjà fait une tournée là-bas. C'était comme le 5e tournée au Canada, c'était comme le premier tournée aux États-Unis. Genre. Il y avait autant de monde, il y avait beaucoup de monde. Fait que j'ai vraiment aimé ça. Puis j'aimerais retourner, ça, c'est sûr, après toute cette pandémie et tout. Là. Puis le mood, c'est comment? Parce que les bands au Québec, souvent, ils vont faire des tournées en Europe. Puis ils vont on parle des squats, on parle comment que les gens sont logés, nourris. Tu sais que l'accueil en Europe est vraiment différente que, disons, en Amérique du Nord. Mais au Mexique, c'était comment? Est-ce que c'était plus européen ou plus américain la façon de recevoir les bands? Je dirais plus comme en Europe, ils étaient... how do you say that word again? I always forget this word. Hospitality. En tout cas, c'est ça, mais moi, avec, on dirait que je cherche c'est accueillant, mais c'est pas... Oui, exact. Accueillant. Ils sont vraiment accueillants. Puis j'ai trouvé ça écœurant. Comme il y avait toujours un booker qui nous montrait comment aller tout partout. Comme tu pourrais pas demander des meilleures personnes que les Mexicains sur cette tournée-là. On a chillé avec un biker gang. On a fait un barbecue avec un biker gang. Puis on était bien encerclés. Protégé. Puis, mais pas protégé, mais bien entouré. Ouais, entouré, ouais, exact. Et protégé dans un sens, parce qu'ils m'ont même dit, ils m'ont même dit, comme les bikers puis tout, ils ont dit, va pas promener tout seul dans ce quartier-là. Fait que c'est sûr que je l'ai fait. Puis après, ils ont dit, pourquoi t'as fait ça? Mais ça, c'est une autre histoire. Mais il n'y a pas beaucoup de bands en plus au Québec qui sont allés au Mexique. J'ai comme... Ben, il y a la gâchette qui allait tout le temps. Puis la gâchette, ils ont un gros following en Mexique. Oui, puis ils faisaient ça il y a comme 20 ans. Là. Je me souviens que c'était comme ils faisaient des tournois au Mexique il y a en début 2000. Là, puis, Ah oui, je parlais avec Eric voilà 2 semaines. Puis aussi, l'album de la gâchette va sortir bientôt. Ah cool, OK. Sinon, je ne sais pas si c'est déjà sorti. Mais Eric me disait que leur following au Mexique était gros. J'ai vu des photos qu'ils ont fait comme un gros graffiti sur le mur, la gâchette. Puis là-bas sont des vrais fans de musique. Puis je pense que c'est plus old school dans un sens. C'est moins comme c'est comme ils n'ont pas changé, ils ont gardé l'esprit comme punk rock, rock and roll, underground. Le vibe, tu sens le vibe là-bas est comme ça. Comme je sentais quand j'étais un ado à les shows punk. Ça n'a pas changé. Le premier show qu'on a joué à Mexique, c'était fou. On est rentré dans un gros salle, puis il y avait du monde qui marchait, puis tout. Puis
On a rencontré des bons groupes. Ouais, c'était excellent. Ah, cool. Fait que, C'est sûr, je veux retourner. Désolé. il faut qu'il y ait plus de bands au Québec qui explorent le Mexique. Peut-être qu'on va... Ouais, la seule chose, c'est que c'est pas mettons, un groupe veut faire de l'argent, vas-y, va pas là-bas parce que, premièrement, tu peux pas amener beaucoup de marchandises. Comme nous, on a laissé tous nos instruments aux États-Unis, à la maison du booker qui habitait, comme il était un dual citizen, il avait son citizenship américain, son citizenship mexicain. On a laissé les choses à sa maison, puis après, on a traversé en marchant avec, mettons, les breakables du drummer, puis nos guides, puis c'est tout. Fait que tu peux pas amener plein de merch, tu vas pas faire plein d'argent, mais tu vas faire des fans qui sont débiles. J'avais une dernière question, en fait, parce que je voulais un petit peu montrer justement le range de The Nailheads en faisant une comparaison un petit peu avec une chanson qui avait été sur un ancien album. Je voulais faire jouer Insurance Policy sur People Killing People. Puis, je ne sais pas si tu veux me parler, parce que j'ai vu que c'est un petit peu à cause de UK Subs que vous avez décidé d'utiliser cette chanson-là pour un single. C'est quoi qui s'est passé? On a joué un show au Québec avec UK Subs. Puis Charlie, quand il a entendu ce tune-là, il a comme, je ne sais pas pourquoi, mais c'est sa tune-là, il l'a touché, puis il a dit, ça c'est, il a dit en anglais, brilliant. Fait que là, je suis comme, ben, c'est sûr qu'on va faire la tune que Charlie a trippé dessus, comme la première single. Cool. Mais regarde, on va aller écouter ça, puis aussi, on va aller écouter la suggestion du blog Les Insoumises. Puis une chose, oui? Désolé, pas pour t'interrompre, mais avant que tu le joues, les paroles de ce tune-là, c'était écrit par le même frère qui m'a donné l'idée de Do the Charlie. Ah, OK. Parfait. Ouais, c'était un genre de poème qu'il a écrit. J'ai demandé à mon frère, hey, peux-tu utiliser tes paroles pour ma chanson? Ah, c'est cool en crème, ça. Ça, c'est Arthur. Steven. Ouais, Steve Arthur, yeah. Ouais, c'est ça. Cool. Fait que, encore plus à écouter une oreille attentive quand on connaît ces détails-là de plus. Puis, merci beaucoup, Richie. C'est vraiment cool. Puis, évidemment, il faut que les gens aillent écouter Live to See Tomorrow. C'est un masterpiece de la scène locale. Fait que j'encourage les gens à aller écouter ça. Merci beaucoup, Phil. C'est un plaisir. Merci. Cheers, man. Hey!